Jurigo marchera pas. Fais pas ça. Ça, là, d'ailleurs, c'est une leçon de vie, là. Les gens négatifs autour de toi, là, ils t'apporteront rien. Tasse-les. Tu sais, parce que c'est pas, les gens positifs, tu sais, ça veut pas dire d'écarter toute critique, là. Tu sais, une personne bienveillante, elle va être critique pour ton bien, là, parce que elle veut t'aider, mais elle t'écartera jamais de tes rêves, tu sais. Alors que quelqu'un qui puis j'en ai eu, là, Dieu sait qu'il y en a eu qui m'ont dit, ça marchera jamais, ton affaire, blablabla, blablabla. Puis tu sais, même des fois, c'était des amis, tu sais, c'est pas le fun. Bienvenue dans la deuxième saison de 100 mètres, le podcast où on parle du droit autrement. Ici, pas de robe, pas de titre pompeux, juste des humains qui réfléchissent, qui racontent et surtout qui se remettent en question. Aujourd'hui, on reçoit Philippe Roberge, un entrepreneur juridique qui a troqué la toge pour l'algorithme et qui est à l'origine d'un des outils les plus puissants de mise en relation entre justiciables et avocats au Québec. Il est avocat, CEO de Jurigo.ca, un fin vulgarisateur, mais surtout un gars qui pense que l'accès à la justice, ça passe par l'innovation. Maître Roberge, super content de vous recevoir. T'as fait la route de Québec, justement, là. Comment ça s'est passé? Merci, Charles-Antoine, de l'invitation. Puis appelle-moi Philippe, là, au fin du podcast. Moi, je suis plus à l'aise quand tu m'appelles Philippe. Je suis moins formaliste, mais oui, la route, c'est super bien faite. Moi, je viens de Québec, fait que j'ai pris le train. Bref, super agréable. Puis là, j'ai loué un bel hôtel là, proche de la colline parlementaire. Super belle ville, Ottawa. Cool. Tu dois faire un méchant bout de pareil qu'on t'a appelé maître? Oui, t'as raison. Parce que j'ai une relation très proximale avec nos partenaires puis nos collaborateurs qui sont essentiellement des cabinets d'avocats. Là, tu sais, on en a 1450 sur notre plateforme maintenant. Puis la grosse majorité des partenaires à qui je parle m'appellent Philippe. Là, tu sais, je suis vraiment plus un allié d'affaires qu'un avocat, mais des fois, lors du premier call, ça arrive qu'on m'appelle maître, puis c'est là que j'ai l'occasion de les corriger un peu comme toi pour me dire « Appelez-moi Philippe, ça va aller mieux, puis on se tutoie aussi. » Ben oui, exactement. Puis c'est pas pour rien qu'on s'appelle 100 mètres, là. C'est qu'on n'aime pas ça non plus, le formalisme. Mais je me disais quand même, je voulais voir ça me corriger là, dès le départ. Puis écoute, t'as parlé de ton rapport avec le droit. C'est certain que tu as un parcours atypique. On l'a dit en introduction, mais t'es passé justement d'un avocat en droit des affaires, un entrepreneur juridique. Je te cacherai pas que tu représentes pas le cliché de l'avocat, on va dire, là. Comme je suis convaincu que ça va être un épisode haut en couleur puis super plaisant, là, parce qu'il n'a pas de fil entre nous, là, c'est sûr. On a une couple de meetings à date, on a toujours bien du fun. Ben, est-ce qu'aujourd'hui, tu te considères plus encore comme étant un avocat, comme un entrepreneur? Comment tu te décris? C'est sûr que c'est un mix des deux parce que oui, je suis plus un homme d'affaires de façon bien transparente, mais je suis tellement rattaché au secteur juridique qu'au jour le jour, je reste dans le droit même si je pratique pas en droit. Mais je prends tout le temps des décisions plus business. Donc, je te dirais que je suis plus un homme d'affaires qu'un avocat, sauf que ça fait vraiment une différence pour ma clientèle, le fait que j'aille mon titre de maître puis que je comprenne leur réalité. Fait que, mix des deux, mais comme, mettons, 75% businessman versus 25% avocat. C'est sûr que j'imagine que le titre d'avocat puis le fait que tu te considères aussi à 25% avocat, pas mal plus, on va dire, un titre ou encore une question d'industrie, là, right? Parce que ton quotidien doit être complètement différent de quand tu pratiquais le droit. Là. Ouais, définitivement. Tu sais, là, je fais plus de réorganisation ou d'achat-vente d'entreprise comme j'ai fait pendant comme 8 ans de ma vie. Mais ça reste que au jour le jour, on développe un produit pour des avocats, puis que le fait que ça vienne d'avocats, ça fait aussi une énorme différence. Parce que c'est ça qui nous permet de nous développer puis de monter des produits sur mesure pour la profession d'avocat. Je lancerais pas un Jurigo genre Pharmago en pharmacie ou Medgo en médecine, tu sais, ça marcherait pas. C'est vraiment parce que je suis avocat que on a réussi à développer un produit qui a du succès pour nos professionnels. Là. Ben oui, c'est certain. Puis vraiment par curiosité, est-ce que tu t'ennuies des fois de l'époque où tu étais avocat, tu pratiquais en grand cabinet ou pas tant que ça? Oui, la réponse c'est oui. Ah ouais. Je ferais un 5-10 heures, mettons. Mais la réalité, c'est que c'est tellement intense, cette job-là. Puis être homme d'affaires aussi, c'est intense. Là. Les gens d'affaires vont le dire, c'est stressant, tout ça. Mais je trouve que la pratique légale, c'est une coche au-dessus.
Puis souvent, tu as beaucoup moins de contrôle sur ton horaire. Donc, tu sais, tu peux travailler facile du 60 heures et plus par semaine. C'est plus dur de peser ses breaks, là, si tu me permets l'expression. Donc, je m'en ennuie des fois du rush d'adrénaline d'un gros closing puis d'une grosse transaction, mais comme à hauteur de 5-10 heures par semaine, ce serait mon top. Là, je referais pas ça 75 heures semaine. Là, ça, c'est derrière moi. Mais à 5 heures semaine, je pense pas que tu serais l'avocat le plus performant du monde. Ben, c'est ça. Il y a personne qui m'engagerait, là, malheureusement. Fait que c'est pour ça que je suis mieux dans mes souliers de PDG de Jurigo maintenant. C'est ça. Puis en connais-tu d'autres des avocats qui ont, oui, un parcours atypique, mais tu sais, que le droit a encore une place dans leur vie, mais de manière limitée, tu sais, ou contrôlée. Comme tu mentionnais, un 5-10 heures semaine, bon, en tant que cabinet, c'est quasi impossible, mais est-ce que tu connais des cabinets qui sont plus innovants ou encore des avocats qui ont justement pas suivi les chemins battus? C'est dur de faire les deux. La profession d'avocat, c'est vraiment comme une passion. Puis il faut que tu y sois dédié. Sinon, ça marche comme moins. Fait que je connais des avocats. Ben d'ailleurs, moi, j'en engage des avocats qui changent leur pratique. Qui, tu sais, je pense à Valérie, qui est notre directrice des opérations. Elle a pratiqué en droit criminel, en droit de la famille, était associée dans un cabinet à Ottawa. Puis avec sa maternité, elle a décidé, tu sais, elle était partenaire chez Jurigo, justement. Elle aimait vraiment notre relation. Fait qu'elle a décidé de venir travailler avec nous autres. Puis c'est toute qu'une directrice est excellente dans ce qu'elle fait. Mais tout ça pour dire que je pense que c'est difficile de concilier les deux. Tu peux le faire, mais il faut que tu sois à un stade où tes opérations, ils marchent tout seuls. Fait que tu peux avoir un homme ou une femme d'affaires avocate qui va faire de la gestion immobilière en parallèle des opérations de son cabinet, mais la réalité, c'est qu'elle l'exécutera pas elle-même les mandats, là, tu sais. Elle va avoir des juniors qui vont en faire pour eux, puis ensuite, elle peut agir en complément ou en développement d'affaires. Mais je pense que de se dire que tu commences en disant je vais juste faire comme 25% de droit, là, ça va être difficile. C'est pas impossible, mais ça va être difficile. OK. Puis pourquoi tu dis est-ce que la réalité d'un avocat, c'est même plus tough que celle d'un entrepreneur? Hey, c'est tellement de la pression. Parce que c'est comme si tu gères... Ben, moi, ma réalité, puis je pense que c'est la même chose pour les autres domaines de droit, mais moi, je travaillais en droit des affaires. Je faisais essentiellement de l'achat-vente d'entreprise, particulièrement dans le domaine pharmaceutique, donc de l'achat-vente de pharmacie. C'est tous des entrepreneurs à succès qui viennent te voir puis qui te demandent des conseils. Mais les gens qui ont du succès dans la vie, c'est des gens performants puis souvent sont exigeants. Puis c'est correct. Mais là, tu peux te ramasser à voir un portefeuille client de genre, je sais pas, moi, 100 gens d'affaires qui te met de la pression pour avoir la meilleure version de toi-même, puis toi, il faut que tu livres, tu sais, parce que si tu livres pas, ben tu vas le perdre, le client. Fait que c'est pour ça que je trouve que de gérer une entreprise, au moins, j'ai comme un seul client qui est ma business, puis je m'y investis totalement, versus comme 100 PME qui me demandent constamment, qui peuvent m'appeler puis qui s'attendent à avoir des délais de réponse puis une livraison à 1. Là. Ben c'est ça, c'est à la place d'avoir un seul boss ou un seul client, comme tu le mentionnais, qui est ta business, ben tu en as 100 puis sont tous autant exigeants que toi-même. Ouais, exactement. Puis la dynamique entre cabinets aussi, parce que tu sais, tu peux avoir d'autres associés qui vont te donner de l'ouvrage en parallèle ou qui veulent tes conseils, puis eux aussi, c'est des performants. Fait que bref, c'est une dynamique qui est différente, mais moi, personnellement, puis c'est peut-être aussi parce que, tu sais, j'ai un bon TDA, là, tu sais, fait que ça, je suis très chaotique, je suis éclaté, fait que ça demande beaucoup de structure à être performant dans le domaine juridique, alors que je pense que le monde de la business fit plus avec ma personnalité, puis c'est pour ça que je trouve ça un petit peu plus facile, peut-être. Ça veut pas dire que c'est le cas pour tout le monde, là, mais dans mon cas à moi, je trouve que c'est plus facile d'être en affaires, même si c'est difficile, qu'être avocat. Ouais, pareil pour moi. J'adore l'industrie juridique au niveau business, mais c'est ça. Moi aussi, je pense que je me vois plus comme étant un entrepreneur. Tu mentionnais tantôt également que il y a des membres de votre équipe qui sont avocats. Ouais. Tu disais, ben vous avez combien d'employés maintenant à Jurigo, puis c'est quoi la proportion qui ont étudié en droit? On est une quinzaine, puis au moins la moitié sont avocats. OK, wow. Fait que ça fait vraiment une différence aussi. On aurait pu bâtir cette business-là en étant plus déconnecté du secteur juridique, dans le sens où on engage des gens puis on les forme au secteur juridique, mais nous, on voyait ça comme un accélérateur d'investir dans des ressources qui avaient un background juridique.
Fait que, tu sais, toute mon équipe de vente sont avocats. Ils ont un barreau du Québec ou un barreau de l'Ontario. Fait que ça fait en sorte que le lien se fait beaucoup plus facilement aussi avec nos partenaires. Ils comprennent leur réalité. Donc, moi, je pense que c'est notre gros avantage. Aussi, au niveau des opérations, tu sais, on a à traiter peut-être 100 000 dossiers 100 000 références, 100 000 demandes, dans le fond, par année, qui passent par nous autres, dont 10 000 PME. Oui, on a un algorithme qui nous aide à faire un filtrage là-dedans, mais j'ai quand même un avocat qui est agent des opérations, qui repasse chacune des leads pour s'assurer qu'elle fait du sens. Des fois, on a des descriptions, on comprend pas trop, on les appelle, on a des agents, mais pour ça, moi, je voulais que ce soit des avocats pour des raisons de confidentialité. Ça me sécurise par rapport au barreau. Je sais qu'ils apprécient ça aussi, qu'on soit à majorité des avocats, puis que toutes les informations sensibles soient traitées par des avocats, des membres de l'ordre. Fait que bref, pour répondre à ta question, c'est ça, c'est au moins 50% de nos employés sont avocats. OK, ben c'est vraiment intéressant. Puis, tu sais, je me dis, là, logiquement, tu commences à étudier en droit, tu te vois pas étudier en droit pour être vendeur. Tu te vois être avocat, notaire, en politique à la limite. Est-ce que ces gens-là qui ont joué ton équipe, c'est des gens que tu as dû convaincre? C'est-tu des gens qui, après leurs études, se disaient « Ouais, c'est pas pour moi finalement, je cherche autre chose ». Comment ça se passe généralement? Ouais, ben, tu as raison, là. Il y a aucun des avocats que j'ai engagés qui se sont dit à l'université, hey, je vais travailler pour Jurigo un jour. Là. D'abord, on n'existait probablement pas, là, ça fait 6 ans. Là. Mais au-delà de ça, c'est la vie qui les a amenés à nous. Comme quoi, mettez-vous pas trop de pression comme étudiant. Le bagage de connaissances que vous allez rechercher en lui seul en vaut la peine. Puis ensuite, vous ferez les choix de carrière. Puis des fois, c'est difficile de se projeter 5-10 ans à l'avance. Là. Mettez-vous pas trop de pression à ce niveau-là. Moi, je laisserais la vie suivre son cours. Mais oui, effectivement, c'est sûr qu'il n'y avait aucune idée qu'ils s'en allaient là. Des fois, c'est juste parce que la pratique traditionnelle, elle leur convenait pas, puis ils voulaient une alternative. La maternité, ça joue, la paternité aussi. Je pense que du 50% d'avocats, il y a la majorité, ce sont des jeunes parents aussi. Fait que ça l'explique peut-être le choix. Mais bref, c'est ça. En parlant de choix, on sait que Jurigo, c'est un accélérateur d'affaires. En d'autres termes, vous aidez des cabinets à trouver les clients parfaits pour eux, puis à accélérer leur croissance en quelque sorte. Là. Donc, comment l'idée de tout ça t'est venue? Hey, ça, c'est drôle, tu sais. J'étais bien fatigué. Il était tard le soir. J'étais à la pharmacie. J'attendais mes pilules. Puis là, à un moment donné, je pense que j'avais des activités de réseautage back-à-back. Toute ma semaine, le matin, le midi, le soir. Bref, puis j'étais brûlé. Puis là, je me suis juste dit, ce serait tellement plus facile si les clients venaient à moi comme automatiquement. Je serais même prêt à payer pour. T'sais. Puis, en parallèle de ça, j'ai comme eu le flash, hey, il y a plein de monde qui appelle au bureau pour un peu à tâtons, au hasard, pour qu'on prenne leur dossier, puis on peut juste pas les prendre parce qu'ils nous appellent pour des dossiers de famille ou des dossiers de criminels. On n'en fait pas, nous autres. T'sais. Fait que là, c'était tout le temps un peu bizarre d'entendre les calls aux réceptionnistes. Non, désolé, on peut pas vous aider pour ce type de procédure-là ou de situation-là. Bref, 1 + 1 = 2. Je me suis dit, hey, pourquoi on monte pas une espèce de Tinder ou Trivago du droit, là, name it. Puis, on fait du matchmaking, avocat-client. On aide nos avocats à développer leur affaire plus simplement puis à avoir un bon rythme de vie. Tu sais, la conciliation travail-famille pour nos générations, c'est vraiment important. Puis, en parallèle, on aide la population qui semble vraiment mêlée comme des poneys des fois dans des situations super difficiles puis anxiogènes, à identifier une personne qui pourrait concrètement les aider puis qui sont disponibles là pour elles. Donc, c'est un peu de là que l'idée est partie. Puis quand est-ce que tu as décidé de faire le saut? T'sais, c'est quoi les premières étapes que tu as entreprises pour mettre Jurigo sur pied? Ben, au départ, moi, je suis allé voir mon cabinet, le cabinet pour lequel je travaillais. Je leur ai dit, regardez, j'ai tel projet, c'est-tu correct? Parce que, tu sais, j'ai quand même un contrat de travail avec une clause d'exclusivité. Ils m'ont dit oui. Je pense que le gambling qui se disait, eux autres, on veut pas y dire non parce qu'on veut pas être comme party pooper, là, tu sais. Mais, en même temps, on pense pas que ça va réussir, puis il va juste être content, puis au final, il va être comme conforté dans sa situation. Donc, ça, c'est la première étape. Donc, j'ai fait un peu du part-time.
à la base, où je travaillais ça de soir puis de fin de semaine, puis même le matin, tu sais, il y a des fois, je me levais à 5 heures du matin, je travaillais sur Jurigo jusqu'à 8 heures, après j'allais au bureau, je revenais à la maison, il était à peu près 6 heures, 7 heures des fois, puis là, je travaillais jusqu'à 10. Fait que ça a vraiment été une période rushante de ma vie, c'était une période bénévole aussi, parce que moi, j'ai pas fait des rondes de financement. Tu sais, comme j'ai travaillé sur le projet. Puis là, je dis moi, mais tu sais, Charles-Antoine Giroux, qui est notre CTO en tech, lui aussi, il a fait du bénévolat. Il était architecte en programmation pour une entreprise en assurance. Puis là, il faisait ça de soir puis de fin de semaine. Bref, tu sais, avant qu'on lance Jurigo, il y a beaucoup, beaucoup de travail bénévole qu'on a fait. Puis, à un moment donné, on s'est bâti une équipe avec Pierre David aussi, qui est mon partner puis qui est avocat aussi au cabinet où je travaillais. Puis là, on s'est dit, OK, on est assez confiant là, pour se lancer. Puis en se lançant, ça veut dire, Phil, tu lâches ta job, tu sais. Ouais. Puis là, tu tombes full-time. Fait que ça s'est fait quand même progressivement, mais il y a un bout où tu peux plus juste te tremper l'orteil dans l'eau là, comme quand on était flot à piscine. Là. C'est vraiment, faut que tu ailles sur le tremplin puis tu sautes. Là. Ouais. Ça a duré combien de temps, cette période-là, transitoire? J'ai pas une bonne mémoire pour ces affaires-là, mais je dirais au moins 1 an. 1 an, 2 ans, tu sais. C'est ça, je dirais une bonne année. Vous n'avez pas fait de ronde de financement, vous avez attendu 1 an, bien évidemment, c'est logique là, avant de plonger là, à pieds joints. Étiez-vous profitable quand tu as commencé ou non, tu as vraiment pris un leap of faith? Ben, tu sais, on a vraiment, nous, on est très chicken, d'une certaine façon, très conservateur au niveau financier. Fait que nous, l'objectif, c'était, faut que ce soit profitable jour 1. Fait que là, on se lance avec une version très lean. On a une super bonne équipe. Fait qu'on avait confiance en l'équipe. Mais c'est pour ça qu'on n'a pas fait de ronde de financement. Puis on voulait pas non plus s'endetter. Fait que on s'est arrangé pour développer un modèle d'affaires qui se payait tout seul. Dans le fond, nos premiers financiers, si je peux dire, c'est nos clients. On avait bâti un portefeuille client, on avait réussi à convaincre des premiers partenaires que Jurigo, ça pourrait être cool puis que ça pourrait marcher pour eux autres. Ils nous ont fait confiance. Fait que, tu sais, Jurigo, c'est vraiment, puis ça, je suis hyper reconnaissant des premiers cabinets qui ont embarqué avec nous autres parce que c'est eux qui ont permis que l'aventure soit possible. Fait que, pour répondre simplement à ta question, profitable jour 1, mais c'est vraiment tout le travail qu'on avait fait en amont là, pour recruter nos premiers cabinets, tout ça qui a permis de se lancer en étant profitable. Ah ouais, très bonne stratégie. Bon, j'ai une question un peu plus personnelle à te poser. N'hésite pas à ne pas répondre si tu n'es pas à l'aise. Bon, un avocat, ça fait quand même quelques années que tu es en pratique privée, là, tu vas gagner quand même un pas pire salaire. J'imagine que ça a pogné une drop ton salaire quand tu as commencé Jurigo, là. Et crème, oui. Puis tu sais, c'était objectivement tellement con comme move, là. Tu sais, mes parents devaient capoter. Ça fait 8 ans que je travaillais très fort dans le cabinet pour lequel je travaillais. Puis, tu sais, je m'étais bien positionné là dans l'équipe. Après, tu sais, ça faisait 10 ans que j'étais là, 2 ans étudiant stagiaire, puis ensuite 8 ans comme avocat praticien. Puis, tu sais, j'en ai fait des heures. Là. C'était exigeant, c'était difficile. Puis là, à peu près, tu sais, les portes de l'association, ça s'ouvre pas mal autour de ça, 8 à 10 ans dans le type de cabinet dans lequel je travaillais. Fait que là, j'étais comme rendu là, puis j'ai un projet dans lequel je crois, mais objectivement, j'ai aucune idée si ça va marcher. Puis j'ai quand même fait le choix de « OK, let's go. On le fait, c'est la vie que je veux. Puis on l'essaye, sinon je vais toujours m'en vouloir. » Fait que c'est un peu ça qui m'a mené là, mais tu sais, quand je dis que c'était un saut dans le vide, là, c'est littéralement ça. Là. J'aime tellement ça, ce genre d'histoire-là, mais là, la question qui me brûle les lèvres, là, t'as-tu réatteint le salaire que tu aurais eu si t'étais resté au cabinet avec Jurigo? Ouais, ben oui, parce que tu sais, Jurigo, ça se développe, puis tu sais, c'est pas juste une question de salaire aussi en affaires, tu sais, t'as ta valorisation de part, t'as plein d'éléments qui rentrent en ligne de compte, mais au-delà de ça, je te dirais, c'est même pas tant une question de salaire, c'est surtout une question de t'es-tu heureux dans la vie? Puis là, je suis heureux. Tu sais, puis je l'étais aussi avant, mais à un degré moindre.
Fait que c'est un peu comme ça que je sais que j'ai fait le bon choix parce que je me lève tous les matins puis j'ai l'impression que c'est la fin de semaine. Tu sais, c'est des vacances. Ta vie est une vacance. Je veux dire, tu peux pas demander mieux, là. Ah, t'as tellement raison. J'ai de la misère à faire la distinction entre les semaines puis les fins de semaine. Sauf durant la session, parce qu'il reste encore un an, là, gradué. Mais à part de ça, là, je me réveille le matin, puis être en congé ou pas, je vais faire mon affaire. C'est ça, tu vois pas la différence. Tu sais, puis même des fois, c'est comme... c'est un jour férié. Lundi férié, arc, tu sais, mais c'est comme, avant, c'était l'inverse, là, c'est une fin de semaine de 3 jours, là. Fait que, tu sais, la dynamique est totalement différente. Fait que oui, tu parles, les questions salariales sont importantes, là, tu sais, tout le monde a besoin de faire de l'argent pour vivre, là, puis d'être heureux, mais ça reste que le bonheur, tu peux aller le chercher autrement aussi, là. Ouais. Puis là, bon, ça fait 6 ans que Jurigo est lancé. On vient de parler un peu de chiffres. C'est quoi Jurigo aujourd'hui en termes de croissance, de chiffres, de statistiques, de nombre de cabinets partenaires? Ça ressemble à quoi? Ben, je veux pas trop rentrer dans mon chiffre d'affaires. Ça, c'est comme notre secret à nous. Mais tu sais, les choses vont bien. On a à peu près 1450 partenaires qui font affaire avec nous. On est en constante croissance. C'est sûr que notre marché principal, c'est le Québec. Ça fait 2 ans qu'on travaille l'Ontario. Là, l'Ontario commence là à vraiment bien décoller, au point où on s'enligne à faire une expansion là, soit cet automne ou soit à partir de 2026 en Alberta puis en Colombie-Britannique. Wow. Donc, tu sais, l'objectif de Jurigo, c'est vraiment d'être pan-canadien, puis un objectif personnel. Puis là, c'est à voir si ça va faire du sens au niveau business, mais j'aimerais vraiment ça, essayer un marché américain. Juste parce que, tu sais, c'est comme le concept de j'ai percé les États-Unis. Ça, comme entrepreneur, ce serait toute qu'une réalisation. Là. Fait que mon objectif, c'est ça. Je me mets pas trop de pression là-dessus. Moi, j'ai 36. Fait que je me dis, si je suis capable d'essayer un marché américain d'ici mes 40 ans, là, je serais prêt vraiment. Là, ton marché va être taxable, là? C'est ça, là. Donald Trump me fait perdre 3 ans, là, mettons, là. Il doit y rester ça à son mandat, là, quoi que ça va vite, mais lentement, là. Fait que peut-être 4 ans et demi, même, là. Non, exact. Ben ouais, tu disais aussi tantôt, c'est plus de 100 000 références que vous traitez par année, donc mise en relation. Ouais, exact. Ouais, c'est vraiment du monde qu'on aide, tu sais. Puis c'est ça qui est le fun, parce que le business model qu'on a développé, il est gratuit pour monsieur, madame, tout le monde. Fait que, tu sais, puis il n'y a pas de frais cachés, là. C'est pas parce que c'est une référence Jurigo que l'avocat va charger plus cher, là. Absolument pas. Donc, tu sais, il y a vraiment un gain pour la population en général, au point où on voit même la magistrature nous référencer, des tribunaux nous référencer. On est sur le site du barreau du Québec. Fait que, tu sais, ça a vraiment un impact positif sur l'accès à la justice. C'est le business model qui le permet. Ouais. Puis comment tu as commencé à aller chercher, tu sais, des références, des clients qui venaient vers vous, dans le sens que de passer en quelques années de 0 client, bien évidemment, à 100 000 références par année. Tu sais, il y a clairement du travail de coulisses, là. Fait que ça a été quoi le démarchage nécessaire? Puis concrètement, ben c'est quoi le moment où tu t'es dit, OK, ça va marcher, tu sais? Bien, il y a peut-être 2 éléments à ça. Le premier élément, c'est qu'on répond réellement à un besoin. Fait que tous ceux qui nous écoutent, là, puis qui se disent, je veux lancer une business, là, faut que ton idée, elle réponde concrètement à un besoin. Ça a l'air super basique, puis de base, puis d'être évident, mais ça reste que c'est la clé du succès. Fait qu'on répond à un besoin, fait que les gens se réfèrent à nous autres, c'est comme un peu naturel. Puis au-delà de ça, puis ça, c'est l'autre volet, au-delà de l'idée, c'est l'exécution. Puis moi, la chance que j'ai, c'est qu'on a mis sur mon parcours, là, j'ai rencontré une équipe marketing qui est du béton, puis qui sont maintenant mes partners. Puis c'est eux qui font tout ce travail de coulisses-là qui est exceptionnel, puis qui a permis à Jurigo de scaler, de passer de 0 référence à 100 000 sur un an. Puis ce nombre-là, il est croissant. Puis tu sais, il y a eu des évolutions aussi parce que nos cabinets, le marché de l'offre juridique au Québec puis dans le reste du Canada est très axé sur le monde des affaires. Fait qu'il faut que tu sois capable d'attirer des PME, il faut que tu sois capable d'attirer des business. Puis au début, c'était pas le réflexe des gens, c'était pas d'aller chercher Jurigo. Mais là, maintenant, sur ce 100 000-là, il y a un 10 000 PME. Tu sais, quand même. Fait qu'il y a toute une évolution qui s'est faite, mais j'attribuerais, c'est ça. Tu sais, l'idée est bonne, mais au-delà de ça, l'exécution au niveau marketing est incroyable. Sharp, j'adore. Puis depuis le lancement de Jurigo, c'était quoi votre plus gros défi? Écoute, le plus gros défi, il y en a eu tellement. Mais comme je te disais tantôt, c'est peut-être le moment du lancement. Parce qu'on savait pas si ça marcherait.
Puis là, on a comme pris la décision de tout abandonner. Sans avoir de certitude. Puis là, ensuite, une fois qu'on a lâché nos jobs, c'est là qu'on a vu, tu sais, tantôt tu me demandais qu'est-ce qui est le point de tournant. Je pense que notre milestone, ça a été quand on a atteint notre premier million de chiffre d'affaires. Là, tu te dis comme... Puis tu sais, ça fait très mercantile de parler de chiffres, là, mais c'est juste que ça mesure. Tu sais que les gens, ils passent des commandes, ils ont besoin de toi, ils croîtent avec toi, puis peut-être plus de gens dans la population. Fait que je te dirais que se lancer, ça a été le plus gros défi. Puis là-dessus, pour ceux qui nous écoutent puis qui hésitent, là, je citerais, c'est Gretzky qui dit ça. Qui disait ça, tu sais, tu manques 100% des shots que tu prends pas. Puis c'est vrai. Si tu as une idée, tu penses que tu as un projet de business qui marcherait, mais si tu l'essayes pas, tu sauras jamais s'il marche. Tu sais, c'est voué à l'échec. Fait que lancez-vous, gang. Ça paraît qu'on est Canadien, on quote Wayne Gretzky. Ben, exact. Il n'y a rien de mieux que la merveille. Exact. Ben, écoute, j'ai l'impression que ton parcours peut être tellement inspirant pour beaucoup de monde en droit, tu sais. Sans dire qu'ils cherchent, mais qu'ils sont pas encore certains. C'est la pratique privée, c'est le litige, c'est pour eux, tu sais, etc. Tu dirais quoi à ces étudiants-là en droit actuellement? Tu sais, comment explorer ces parcours atypiques-là puis voir ce qui est possible? La première des choses, mettez-vous comme pas trop de pression. Moi, il y a quelque chose qui m'avait marqué. J'ai eu une discussion à un moment donné, c'est avec une avocate qui, sa famille avait vécu la guerre au Cambodge. C'était une famille qui était très prospère là-bas. Qui avait plein de biens, plein de propriétés. Puis avec la guerre, ils ont tout perdu. Puis le père de famille, il s'est envenu au Canada avec ses enfants, puis il a dit à ses enfants, la seule chose qu'on peut pas vous enlever dans la vie, c'est vos connaissances. C'est votre bagage de connaissances. Là, en ce moment, vous êtes dans un stade de votre vie où vous acquérez ces connaissances-là. Fait que juste le fait de faire cette action-là, ça va vous suivre puis vous le perdrez jamais. Mais commencez pas à vous dire, hey, dans 20 ans, je vais être à telle place. La vie va s'en charger, ça. Faites confiance un peu aveuglément. Ben, tu sais, pas dire aveuglément, là, mais faites confiance au destin. Comme si vos passions allaient vous amener à la bonne place. Moi, c'est un peu comme ça que je l'aborderais. Puis, tu sais, comme tu dis, tu peux être politicien, tu peux être entrepreneur, tu peux faire ce que tu veux. Ton bagage juridique, il va toujours t'être utile anyway. Super bien dit. Puis en parlant de futur, dernière question pour notre premier segment. Là. Ouais. Qu'est-ce qui s'en vient pour Jurigo puis pour Philippe? Et Colin. Moi, je suis très éclaté. Fait que j'ai comme plein d'idées. Puis la chance que j'ai, c'est que j'ai des partenaires qui sont un petit peu plus cartésiens. Fait qu'ils me permettent de me canaliser puis d'y aller en priorité. Évidemment, tu sais, notre core business, nous, c'est vraiment le référencement. Fait qu'on va continuer puis on va croître à travers d'autres marchés au Canada. C'est ça notre première ambition. Mais en parallèle, on a monté un marché employé-employeur. On a lancé ça cet hiver, il y a à peu près 200... Tu sais, c'est comme du recrutement inversé. C'est à ma connaissance, pas d'autres mondes qui font ça, mais peut-être que je me trompe. Bref, c'est les candidats qui s'affichent sur notre plateforme pour dire « Hey, moi, j'aimerais ça avoir des offres de stage, une offre d'emploi pour les avocats, techniciens juridiques. » Tout est lié au domaine légal, là. Évidemment, puis c'est des candidatures qui sont anonymes. Fait que ça, c'est vraiment cool. Tu sais, il n'y a pas de profilage qui peut se faire, là. C'est vraiment, puis tu lèves ton anonymat si ça te tente. Fait que bref, on se lance un peu dans les RH, tout simplement parce que nos 1450 cabinets nous affichaient clairement un besoin de main-d'œuvre. Fait que c'est un peu cette solution-là qu'on lance, qui est nouvelle. Je garde un œil, notamment sur ta business, mais sur les hypes, parce que là, on vit littéralement une révolution technologique avec l'intelligence artificielle. Fait que comme entreprise qui se veut un mix de tech marketing, on n'a pas le choix de suivre cette évolution-là pour pas devenir dépassé, là. Super bien dit, puis on va avoir des discussions là-dessus, c'est certain. Écoute, on va passer à notre segment plus ludique. Fait que, ben, comme je l'ai déjà mentionné dans nos premiers épisodes de la deuxième saison, maintenant, ben, on demande à tous nos invités d'apporter un objet qui les représente. Ouais. Fait que tu nous as apporté quelle surprise, Philippe? Écoute, c'est pas vraiment une surprise. C'est un livre avec plein de marques de café parce que je peux pas lire sans latte. Mais bref, je te dirais que la lecture, ça fait
partie de mon quotidien. Puis tu sais, quand je dis lecture, là, c'est pas au sens strict, là, tu sais, on peut y apporter une interprétation plus large et libérale en disant écouter un balado, c'est ça. Tu sais, moi, c'est acquérir des connaissances, de la curiosité au quotidien. Ça fait vraiment partie de moi. Il y a tellement des gens plus intelligents dans la vie qui ont vécu avant moi puis qui vivent pendant. Puis tu sais, ça vaut la peine de les lire juste qui ont écrit pour comme comprendre puis s'inspirer pour le futur. Est-ce que ce livre-là a une signification particulière? Ouais, ben ça, c'est... je vais lui faire la pub, là, mais il y en a pas de besoin. Là. C'est Nexus, c'est Yuval Noah Harari, qui est un auteur, qui est un historien. Il est professeur à Jérusalem. C'est ça, à l'Université de Jérusalem. Puis, lui, ce qui est le fun, c'est qu'il est historien, mais il est pas figé dans le temps. Il se projette dans le futur, puis il a un intérêt pour les nouvelles technologies, donc l'intelligence artificielle. Puis ce livre-là, dans le fond, se veut comme une espèce d'analyse historique des réseaux d'information, puis où l'AI pourrait nous amener. Tu l'as fini ou pas encore? Ah, je viens de le finir. Ah, ok. Ce matin, là. Ce matin, là. Oh, ouais, c'est vraiment bon, mais tu sais, c'est quand même lourd à digérer, là. Fait que ça m'a pris un bon 8 mois, je dirais, passer à travers, mais c'est fait, là. Je suis bien content. Question par rapport, est-ce que tu lis encore de la jurisprudence puis la doctrine? Non. 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 Ouais, moi non plus, je pense. Parfait. Non, mais si, en fait, même, je vais te faire de la pub, là. Si j'étais étudiant, c'est sûr, j'aurais utilisé ton AI, là, pour m'aider dans mes études. Ah, ben, moi, maintenant, j'étudie strictement avec ça. Oui. Bon, faut pas que mes profs écoutent trop le podcast. Ouais, on se croise les doigts. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas lu une jurisprudence au complet, là. Comme, oui, des fois, des segments ou quoi que ce soit, mais non, je l'entraîne avec ma propre étude, tu sais, aussi, là. Fait que, ça, c'est le fun. Parce que, avant, j'avais l'impression d'avoir deux chapeaux. Tu sais, mon chapeau d'étudiant en droit et mon chapeau d'entrepreneur. Ben ouais. Parce que ça n'avait pas rapport les deux ensemble. Mais là, maintenant, avec Legal Census, ben, quand j'étudie, je suis comme un sacrifice. Au lieu de prendre des notes de cours sur Word ou Google Doc, je vais mettre ça dans une base de données Excel, tu sais, tout ça, l'envoyer à mes développeurs pour qu'ils puissent l'entraîner. Fait que, tu sais, du travail pareil. Ouais, c'est un mix des deux. T'es super usé. C'est une belle synergie, mais tu sais, même pour les étudiants, moi, je suis sûr que j'aurais utilisé ça parce que, la réalité, quand je me replace il y a 15 ans, là, quand j'étudiais, c'est que, tu sais, il y a tellement de contenu à absorber que d'avoir un outil qui le vulgarise, tu peux te concentrer aussi sur l'essentiel, tu sais. Fait que, bref, j'aurais été dans ta team. Super, j'adore ça. Puis on t'a rembauché aussi. Fait que j'ai 6 questions claires à te poser. Vas-y. OK, pour apprendre à connaître Philippe derrière Maître Auberge, même si on ne l'utilise plus maintenant, le titre. Première question, c'est quoi le pire conseil qu'on t'a donné? Le pire conseil qu'on m'ait donné, je pense, c'est « Jurigo marchera pas. Fais pas ça. » Ça, là, d'ailleurs, c'est une leçon de vie, là. Les gens négatifs autour de toi, là, ils t'apporteront rien. Tasse-les. Tu sais, parce que c'est pas les gens positifs, tu sais, ça veut pas dire d'écarter toute critique, là. Tu sais, une personne bienveillante, elle va être critique pour ton bien, là, parce que elle veut t'aider, mais elle t'écartera jamais de tes rêves, tu sais. Alors que quelqu'un qui puis j'en ai eu, là, Dieu sait qu'il y en a eu qui m'ont dit « Ah, ça marchera jamais, ton affaire, blablabla, blablabla. » Puis tu sais, même des fois, c'était des amis, tu sais, c'est pas le fun, tu sais. Fait que ça, je dirais, c'est le pire conseil parce que j'aurais passé à côté d'une des plus belles aventures de ma vie, tu sais. Hey, je reviens à une des réponses tantôt. Je vais un peu hors script, là, mais t'as mentionné en fait que le cabinet pour lequel tu travaillais, tu sais, ils t'ont dit, OK, oui, lance Jurigo, là, mais ça t'allait pas vraiment à ce que ça fonctionne. Mm-hmm. Est-ce qu'aujourd'hui, ils sont clients de Jurigo? Ben, je te laisse faire des déductions de mon sourire, mais je peux pas... nous, c'est un des éléments clés de Jurigo, c'est qu'on dévoile jamais l'identité de nos partenaires. Fait que, tu sais, c'est comme... Parce que pour plusieurs, on est le secret de la Caramilk. Fait que je laisse ça en suspens, je réponds pas. Tu me frustres, ça n'a pas de bon sens, mais c'est pas grave. Bon, deuxième question. Le truc le plus weird qu'un client ou qu'un justiciable t'ait jamais écrit personnellement ou encore à Jurigo? Ça, là, il y en aurait tellement... La seule chose, c'est que j'ai comme pas le choix de me garder une réserve parce que des fois, la situation, autant ludique qu'elle peut être, elle cache vraiment une détresse. Tu sais, fait que là, nous, on le lit, mais tu sais, nous, il y a personne qui juge. Là, mes opérateurs, je juge pas les demandes qu'on reçoit. Mais mettons, OK, je me lance, je t'en donne une, mais tu vas comprendre là où je t'amène. Tu sais,
un monsieur, c'est une blessure, il est tombé dans une fosse septique. Fait que tu sais, quand tu regardes ça, tu le lis, t'as l'image. Ouais, puis tu le relis, tu sais. Puis là, tu te dis, hein, crime, ça sort donc bien du champ gauche, ça. Mais là, quand tu penses au quantum, tu sais, mettons qu'il y avait des plaies, là, c'est comme, lui, il est peut-être impacté à vie. Fait que, nous, tu sais, on forme notre monde pour dire, comme, jugez pas, puis c'est pour ça qu'on est des avocats. Fait que, oui, des demandes weird, on en a, comme, à la tonne, mais des fois, ça cache vraiment une grosse détresse. Fait que je me garde une petite gêne là pour juger ce monde-là. Là. Tu sais, continuez à les écrire dans Jurigo. Notre job, c'est pas de vous juger, c'est vraiment de vous aider à trouver quelqu'un, peu importe la situation rocambolesque dans laquelle vous vous trouvez. Bien évidemment, puis c'est important. Mais comme tu sais, l'objectif de la question, c'est aussi de normaliser les genres de demandes, tu sais, du champ gauche. Parce que si on n'en parle pas, puis en classe, tu sais, non, on voit pas des affaires hors du commun, là, ou minimalement loufoque. Fait que la première fois que ça arrive, ça doit surprendre. Fait que c'est pour ça, tu sais, que je veux qu'on l'aborde pareil. Oh, ouais, tu sais, puis je pense maintenant, ça fait partie du quotidien, là. Tu sais, il y en a tous les jours, puis ça devient même un peu banal, là. Bon, on se dit, OK, on passe à la prochaine, là, puis lui, la personne, l'important, c'est qu'elle soit aidée au final. Un cliché qu'on dit des avocats qui est vrai, tu dirais que c'est quoi? Ah, qui est vrai, je sais pas, par exemple, ça. Tu sais, il y a beaucoup de préjugés envers la profession des avocats. T'sais, notamment par rapport à l'argent, hein? Mais ça, je vais le démentir. Probablement que c'est vrai pour une portion des avocats, mais tu sais, ça reste que je côtoie tellement des partenaires qui... j'en ai une, c'est ça qu'elle me disait, elle, là, elle a un taux horaire de 150$ de l'heure. Là. Puis ça pourrait charger vraiment en plus. Puis elle, ce qu'elle se dit, c'est vraiment, mon but, c'est d'aider la classe moyenne. T'sais. Fait que oui, il y a beaucoup de préjugés, puis vous les connaissez tous, là. Mais je pense que ça, c'est le gros défi de notre profession, ouais. C'est de réussir à renverser ces préjugés-là. Puis c'est peut-être en mettant de l'avant des exemples concrets qui vont à l'encontre de ces préjugés-là, mais ça passe aussi par peut-être un meilleur accès à la justice. Là. Puis je sais qu'on risque d'en parler tantôt, là. Mais ouais. Puis tu commencerais par où, genre, pour redéfinir l'image de l'avocat? Ben, moi, je pense que il faut qu'on soit capable de servir la classe moyenne. Ça, c'est super clé. Puis, tu sais, j'entends trop souvent des avocats qui disent, ben moi, je pourrais même pas m'offrir mes propres services. Mais tu sais, pense-y, là. Si t'es avocat et t'es même pas capable de te payer toi-même, tu sais, comment tu veux que monsieur, madame, tout le monde, ou la mère monoparentale, ou peu importe la situation, surtout que t'es dans une situation difficile, tu peux être en détresse, tout ça, tu sais, tu peux juste pas t'offrir un officier de justice ou quelqu'un pour te représenter devant la loi pendant que tu vis une injustice. C'est un peu... Ça marche pas. Là. Ça marche vraiment pas. L'anecdote la plus improbable de ma carrière a été quand? Il y en a eu plein. Écoute, il y en a eu plein, mais celle qui m'a le plus frappé, je pense, c'est... j'ai mis en place un parc éolien. 2 ou 3 parcs éoliens en début de carrière. Ça, c'était capotant. Tu sais, je recevais des mails. J'étais junior, là, il y avait quand même des superviseurs. Là. Mais c'était tellement intense, puis du champ gauche. Tu sais, le syndrome de l'imposteur, là, je l'avais fois 1000. Là. Puis là, j'avais des appels du gros cabinet de l'autre bord. Puis il y était peut-être une armée sur le dossier. Eux autres, ils m'écrivaient à tous les jours, toute heure du jour et de la nuit. Là. Fait que bref, ça, je te dirais, c'est peut-être la situation la plus invraisemblable que j'ai vécue. Puis finalement, j'ai livré. Moi, c'était drôle parce que mon boss, après ce dossier-là, il était venu me voir. Il m'avait dit, Philippe, toi, t'es pas le plus brillant. J'ai dit, ah, merci, je le savais déjà. Mais tu sais, comme, c'était pas nécessaire de l'entendre. Mais il a dit, il y a un mais. T'es capable, peu importe ce que je te donne, je sais que tu vas te démerder. Puis ça, c'est vrai dans ma vie, tu sais, ma force, c'est vraiment la persévérance. Fait que peu importe la situation dans laquelle je me trouve, je vais essayer de trouver une manière de m'en sortir. Puis ça, c'était comme, ça a été toute qu'une aventure, ces dossiers de parc éolien-là, en début de pratique. Hey, mais c'est malade. Puis j'ai l'impression, puis je vais pas non plus nommer de cabinet ou non, là, mais tu sais, des petits commentaires de même, là, comme un compliment qui est jamais gratuit réellement, là, qui vient avec toujours une condition. Il y en a tellement, je trouve, en droit, comme... As-tu déjà eu un compliment ou un commentaire qui était réellement gratuit? C'est comment la culture? Ben, tu sais, c'est une culture qui est d'un autre temps, tu sais, parce que pour lui, me dire ça, c'était vraiment...
c'était un compliment, là. Puis moi, faut aussi que toi, tu le prennes comme étant un compliment, sinon ça sert à rien. Puis ça m'a marqué. Puis finalement, je t'en parle dans un balado parce que j'en suis fier qu'il m'ait dit ça. Mais, tu sais, t'as raison, la culture juridique est vraiment appelée à évoluer à ce niveau-là parce que il y a des commentaires que tu pouvais dire dans les années 2000, dans les années 2010, tu sais, comme qui passent juste plus en 2025. Puis, je pense que c'est une bonne chose aussi qu'on puisse plus les dire. Puis, tu sais, moi, je l'ai eu facile, là. Je fit dans le cadre, là. Tu sais, tous les cabinets d'avocats étaient principalement des propriétés de monsieur, tu sais, des boomers, là, finalement. Puis moi, je veux dire, je leur ressemble, là, physiquement. Fait que ça fit. Mais, tu sais, la profession, elle évolue. Fait que, tu sais, c'est normal aussi qu'il faut casser ces stéréotypes-là puis ces biais-là pour laisser la place aux autres. Puis je pense que toute la diversité de la profession, la féminisation de la profession va faire en sorte que peut-être ces commentaires-là, ils auront plus leur place. Puis non seulement, ben, ils ont déjà plus leur place, mais on les entendra plus dans le futur. Puis ça, on le voit. Mais on le voit, le changement. Tu sais, nous, on a 1450 cabinets d'avocats, là, puis là, tu sais, on le voit, le virage. Au début, c'était surtout des gars qui étaient les responsables, puis tout ça. Puis là, il y a un virage beaucoup plus féminin. Donc, tu sais, les nouveaux associés d'un cabinet, là, moi, en tout cas, je remarque une grande féminisation, puis beaucoup plus de diversité. Fait que, si je me trompe pas, puis je pourrais me tromper, mais j'ai lu, me semble, une couple de mois que ça se peut-tu qu'au Québec, on a le barreau le plus féminisé en Amérique du Nord? Ah, j'ai vu pas de même, me semble. En tout cas, je vais pas de la merde, là, mais me semble j'ai vu ça. Non, mais tu sais, moi, je suis le baromètre, là, les rapports du barreau sur une base comme peut-être pas annuelle, mais ils sortent des données, là. Puis effectivement, là, les jeunes barreaux sont en majorité féminine maintenant. Ouais. Fait que ça va venir avec un changement de culture qui était, je pense, nécessaire. Si je pouvais dire une phrase au Philippe Roberge, étudiant en droit, ça serait? Hey! Ça, j'ai lu ta question, là, à me spinner dans la tête pendant des heures, là. Mais je pense que j'irais, là, expression anglaise, là, chill out. Tu sais, prends tes études au sérieux, mais prends-toi pas trop au sérieux. Parce que ta vingtaine, tu la revivras pas. Puis elle vaut la peine d'être pleinement vécue. L'important, c'est que tu te mettes pas trop de pression, puis fais confiance à la vie. T'as des rêves, tu vas les réaliser. Fais juste bien les choses, mais comme faut pas non plus, tu sais, la vie c'est un marathon, là. C'est pas du tout un sprint. Fait que se brûler en startant là, à la vingtaine, c'est pas une bonne idée. Prenez votre pace, faites vos affaires, mais profitez-en en parallèle. Je pense que c'est le conseil que je m'auto-donnerais. Je devrais aussi le prendre, ce conseil-là, je pense. Let's go! Il est gratuit. On est déjà rendu au deuxième segment. Fait que moi, je voulais parler d'accès à la justice un peu avec toi parce que c'est certain que Jurigo, tu l'as mentionné tantôt, fait une grosse différence pour le justiciable qui sait pas vraiment vers qui se tourner. Tu sais, qu'il y a une question en droit de la famille qui va appeler un cabinet en droit des affaires, tu sais, ou quoi que ce soit. Et j'ai lu à travers, tu crées beaucoup de contenu avec Jurigo, puis toi-même, tu te prononces quand même beaucoup sur les réseaux sociaux. J'ai lu à quelques reprises que tu trouvais que l'accès à la justice était brisé. Pourquoi tu dis ça? Ben, on le disait tantôt. Tu sais, moi, quand j'entends des partenaires, puis j'y juge pas, ils ont raison, là. Première des choses, tu sais, un avocat, se former comme avocat, ça coûte cher. Ça coûte cher en temps, ça coûte cher en argent. Opérer un cabinet d'avocat, ça coûte cher. Fait que c'est normal que les honoraires coûtent cher. Mais ça reste que quand je dis que c'est brisé, c'est que c'est pas normal, par exemple, que la classe moyenne soit pas capable de s'offrir les services d'un avocat. Tu sais, c'est qu'il faut qu'on optimise notre profession. Puis la façon, puis ça tombe bien parce que il y a une révolution technologique, là. Il y a l'AI qui arrive puis qui vise à optimiser toute chose. Donc moi, je pense que la solution est là. Il va falloir qu'on ait un virage tech, que notre profession prenne pour être capable de servir plus de gens pour moins d'argent. Et tu es en train de lancer un message au barreau, là? Je lance un message à tout le monde. Tout le monde. Tu sais, il faut faire plus avec moins. Ouais. On n'a pas le choix, puis ça veut pas dire... Faire plus avec moins, ça veut pas dire faire moins d'argent, là.
Tu sais, c'est juste, il faut qu'on se trouve une façon de traiter, de servir plus de gens, puis de bien les servir aussi bien qu'on le fait là, au même mieux, mais pour moins cher. Parce que sinon, on va juste perdre la confiance du public. Puis tu sais, quand j'ai des partenaires qui nous le disent souvent, en bas de 85 000, je peux pas l'aider. Mais le revenu canadien, le revenu moyen canadien, il fait même pas ça. Familial, là, il fait même pas ça, 85 000. Tu peux pas dire que tu peux pas aider la classe moyenne, ça a comme pas de bon sens. Ah ouais, non, je suis tellement d'accord avec toi, puis c'est ridicule. Tu sais, j'ai vu des justiciables essayer de se représenter eux-mêmes en cours. Puis j'aimerais savoir ton opinion là-dessus. D'ailleurs, tu sais, quelqu'un qui vient te voir, qui dit « Hey, moi, j'ai pas l'argent pour payer un avocat, mais vraiment, mes droits ont été violés. » Bon, peu importe. Qu'est-ce que tu réponds? C'est même possible ça vaut-tu la peine de tenter de se représenter seul en cours, tu sais? Ben, moi, je pense que c'est dangereux, là. Tu sais, ça dépend de l'instance. Si t'es à la régie du logement, si t'es au cours des petites créances, c'est pas le même game. Mais devant Cour du Québec, Chambre civile ou en Cour supérieure, tu sais, moi, je suis avocat, j'ai mon barreau, mais si j'avais soit des accusations criminelles ou un dossier de divorce, tu sais, je me représenterais pas moi-même, là. Les règles de pratique sont compliquées. Tout est comme, je pense que tu vas vraiment optimiser tes chances de succès en étant représenté. Fait que moi, je pourrais jamais donner de conseil, soit pas représenté par avocat. En fait, le conseil, c'est inverse. C'est soit représenté par avocat. Peut-être que l'intelligence artificielle, dans le futur, va permettre des self-representation qui font du sens, là, mais je pense pas qu'on en soit là. Puis aussi, il faut que les tribunaux s'adaptent à ça. Là. C'est ça. Ben, il y a des États qui sont quand même adaptés. Là, tu vois, l'Angleterre vient d'autoriser, je ne nommerai pas l'entreprise, pas de promo gratuite, là, mais au premier cabinet, entièrement staffé par de l'IA, en fait, pour toute claim là, en bas de 10 000 pounds. Je connais pas tous les détails là, puis les précisions, mais il y a quand même un shift qu'on voit des tests, des projets pilotes dans certains États américains, notamment Arizona, Utah, Angleterre. Il y a même des juges robots là, dans exactement. certains États. Ouais, fait que non, il y a un changement, mais c'est vraiment que l'adoption puis l'intégration dans les pratiques va tellement se faire différemment partout dans le monde qu'il va y avoir des leaders qui vont émerger, puis du monde en retard, c'est sûr. Exact. Ouais. Exact. Puis on espère que le Québec sera pas en retard. Hein? Ouais, puis pas juste le Québec, le Canada aussi. Tu sais, puis comme je pense qu'on a des défis à ce niveau-là. Ouais, non, vraiment d'accord avec toi. Des défis. Ouais, bien d'accord avec toi. C'est quoi ta plus grande fierté à travers tout ton parcours pour ce que tu as pu faire avec Jurigo pour faciliter l'accès à la justice? Ben, tu sais, définitivement, c'est d'aider 100 000 personnes par année maintenant, puis ce chiffre-là va croître. Ça, c'est vraiment une grande fierté. Aussi de faire vivre, là, entre guillemets, je dis ça, mais tu sais, la relation est totalement réciproque, là, mais c'est d'avoir une équipe solide, des employés solides, puis tu sais, je pense qu'ils aiment sincèrement leur job. Fait que ça aussi, c'est une grande fierté d'embaucher du monde, puis je le vois vraiment comme une responsabilité, là, tu sais, toute notre équipe d'actionnaires, on a cette responsabilité-là, puis on le vit comme ça. Fait que je pense, je dirais mon staff, puis la population. Évidemment, tous les partenaires aussi. Tu sais, c'est tellement cool quand on entend il y en a, je parlais parce que moi, les premières années de Jurigo, c'était moi le principal vendeur, tu sais. Je leur parlais à toutes. Puis là, tu sais, j'avais des jeunes qui commençaient, ils disaient « Hey, moi, là, Philippe, dans 5 ans, ou même pas 5 ans, dans 2 ans, j'aimerais ça avoir 5 employés, puis tout, là. » Puis là, tu sais, 2 ans plus tard, crime, il l'a son 5. Puis tu sais que tu y as tellement envoyé de dossiers, puis ça m'aide, ça marche. Puis à un moment donné, même, ils peuvent s'émanciper de nous autres parce que, tu sais, il y a du repeat business ou le référencement, puis c'est bien correct. Mais ça aussi, c'est une fierté d'aider d'autres entrepreneurs qui sont des avocats à réaliser leurs rêves. Ouais. Fait que c'est 3 fiertés. Staff, population générale, puis principalement mes jeunes là, qui atteignent leur objectif d'affaires avec nous autres. J'adore. Puis en dehors des tarifs là, qui est déconnecté du quotidien de la population québécoise et canadienne, tu dirais que c'est quoi les autres gros problèmes du système de justice canadien, autant dans l'accès à la justice que également peut-être dans la culture du droit? Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense que le premier enjeu sur lequel auquel je m'attaquerais, ce serait la représentation à distance. Tu sais, notre territoire, il est tellement vaste au Canada, puis la densité de population est tellement faible que là, tu sais, c'est sûr que
tu te crées un enjeu si tu peux pas, si tu permets pas de représentation à distance. Tu crées des vacations plus élevées, tu crées un manque d'offres dans certaines régions, tu sais. Fait que moi, je pense que la première solution, c'est permettre plus de représentation à distance. Je suis conscient que pour certains, pour les gros procès, tout ça fait pas de sens, tu sais. Mais au jour le jour, là, il faut vraiment ouvrir les valves à ce niveau-là parce que moi, j'en ai plein, là, des avocats qui pourraient faire des comparutions de Montréal, de Québec, peu importe. Ou même, tu sais, souvent, on le voit comme ça, là, c'est on entend le cliché, les régions ont peur de se faire voler leur job, là, on entend ça. Mais la réalité, c'est qu'il n'y a rien qui empêcherait à l'avocat de Rimouski qui veut se spécialiser en achat-vente d'entreprise, je sais pas, moi, puis de desservir Montréal. Tu sais, c'est des deux bords. Là, je prends un exemple corp, mais en réalité, c'est plus en litige là, que ça s'appliquerait. Mais bref, tu sais, je pense que tu vois l'idée. Là. Moi, je pense que la représentation à distance, c'est un premier élément. Puis, tu sais, peut-être un virage technologique en général. Là, le Palais de justice de Montréal, il marche au papier carbone. Il marche pas. Là. Ça peut pas marcher. Là. Imagine si moi, ma business, a marché au papier carbone. Je ferais 6 matchs par jour. Là, j'en fais 500. Mais c'est parce que je suis optimal. Je suis efficace. Faut que ce soit la même affaire pour le système. Puis je vais faire du pouce sur le côté, le virage technologique. Là. Ça fait quand même des années. Là, oui, on parle de l'IA, fait que ça a accéléré les discussions. Mais Christy, des systèmes en ligne, il y en a depuis des dizaines d'années là, qui sont disponibles pour les juristes, justiciables, etc. Selon toi, pourquoi ça n'a pas plus pogné, mais c'est quoi le frein à l'adoption de masse en droit de ces outils-là? Tu sais, je veux pas pointer du doigt personne, mais je pense qu'il y a un décalage générationnel. Tu sais, pour toi, l'intelligence artificielle, c'est comme quelque chose un peu d'acquis. Internet, ça existait avant toi, tu sais. Mais faut comprendre qu'il y a bien des décideurs dans des cabinets d'avocats ou au sein de l'appareil du système de justice que pour eux, sans dire que c'est nouveau, ils sont pas nés avec ça. Fait que je pense que sans pointer du doigt personne, on gagnerait, toute organisation confondue, à laisser plus de place aux nouvelles générations dans la prise de décision. Ouais. Fait que je commencerais par là, démocratiser un petit peu plus à ce niveau-là. Puis je suis sûr qu'on gagnerait en productivité. Ça aussi, c'est un enjeu. T'sais, on le voit, aux États-Unis, ils sont beaucoup plus productifs que nous autres au Canada. Puis là, ça a été même un enjeu électoral dernièrement. Là, tant Poilievre que Carney parlaient de productivité. Mais tu sais, la productivité, ça vient avec la tech aussi. Là. Oui. Fait qu'il faut faire une place à la tech. Puis il faut faire une place aux jeunes qui peuvent faire la promotion de la tech. Puis en dehors de l'IA, est-ce que tu as vu des initiatives récemment, tu sais, ton première loge de l'innovation juridique, qui semblent prometteuses au niveau technologique? Ben, tu sais, moi, mon œil en ce moment, il est vraiment sur l'IA. Je pense qu'on vit vraiment une révolution technologique. Des solutions, il y en a plein qui émergent. Moi, ce qui me fascine, c'est l'intelligence artificielle en soi. Là, encore, des défis est loin d'être parfaite. Mais tu sais, c'est quand même malade. Là. C'est des lignes de code qui se traduisent par une forme d'intelligence là où tu sais il te compose un texte sur mesure pour une question spécifique. Tu sais, c'est fou raide ce qu'on est en train de vivre là. Fait qu'il y a plein d'opportunités, mais je pense que les réelles solutions, un peu comme la tienne, tu sais, ils sont en train de se bâtir. Fait que quand tu vas me poser la question dans 2 ans, là, je pense que je vais pouvoir te nommer des business, là, mais là, c'est trop nouveau, c'est en construction. Tu sais, tout le monde connaît ChatGPT, Gemini, name it, là. Tu sais, ces géants-là. Très bientôt Legal Census, mais oui. C'est ça. Mais là, tu sais, les solutions qui vont s'inspirer de toute cette intelligence-là qui est en plein essor puis développement, ben, ils s'en viennent. Là. Ouais. Legalcensus.com. OK, mais justement, tu parlais de 2 ans. Dans 2 ans, tu vas pouvoir le dire. Mais si on se projette encore plus loin, dans 10-15 ans, la justice de demain ressemble à quoi? Hey, je pense que je peux pas te le dire. Je pense que c'est impossible de le prévoir parce que la courbe d'évolution humaine est tellement grande.
sais, il y a comme des dizaines de milliers d'années, il y a eu une révolution agricole. Ensuite, il y a 200-300 ans, on a eu la révolution industrielle. Ensuite, il y a 100 ans, l'électricité. Un peu plus que 100 ans. Là, ensuite, on a eu Internet. Il y a une trentaine d'années, là, ça fait pas si longtemps que ça. Ben, plus que ça, là, peut-être 40, là, 90, mettons. Puis là, ensuite, comme 25 ans plus tard, on a les AI. Fait que, tu sais, dans 10 ans, qu'est-ce qui va en ressortir? Moi, j'ai pas la prétention de te dire ça va être quoi. J'espère que ça va être un système de justice qui est capable d'en faire plus avec moins. Mais ça, ça l'implique qu'on embarque dans le bateau puis qu'on embrasse les solutions, mais avec prudence. Là. Ça, c'est clair. Là, il y a un taux d'erreur encore importante avec les AI. Il faut faire attention aussi aux données confidentielles. Il y a plein d'enjeux. Là. Je dis pas que c'est facile, là, mais je pense qu'il faut trouver une façon d'embarquer là-dedans parce que sinon, comme tu dis, ailleurs, ils vont le faire. Puis il n'y a rien qui empêcherait ailleurs de servir ici non plus. Là. On ne veut pas être les victimes du changement, on veut en être les porteurs. Voilà. Puis je pense qu'il faut le réaliser. Moi non plus, je peux pas répondre à la question, honnêtement, mais c'est pour ça que j'aime ça la poser aussi. Là, ça ressemble à quoi la justice de demain, tu sais. Puis je viens de commencer, fait que c'est sûr que j'ai pas beaucoup d'expérience encore dans le domaine. Mais ce que je peux te confirmer, par contre, c'est que les deux, on va en être porteurs, puis on va être porte-parole là, de ce changement-là, c'est ça. On se le souhaite. On est des innovateurs, puis il y en a d'autres qui nous écoutent en ce moment. Là, c'est ça. Ouais, faut y aller. Exact. Puis dernière petite question, là, j'ai vu que Jurigo avait des partenariats quand même avec des acteurs du milieu, qu'on parle de Juripop ou encore d'autres. C'est qui les acteurs du droit au Canada que tu trouves que c'est quoi? Ils font de quoi de bien? Ils changent des choses, ils contribuent à l'accès à la justice? Ben là, je vais me lancer des fleurs. Là. Je pense que Jurigo en est un porteur, puis qu'il en est un acteur, mais tu sais, t'as raison, il y en a plein d'autres, là, tu sais. Juripop, ça en est, Éducalois aussi, qui fait beaucoup de contenu. Tu sais, il y en a plein, mais pour être où on en est là, il n'y en a pas assez. Ouais. Tu sais, il y a de la place pour d'autres. Tout à fait. Fait que, tu sais, il y a du monde qui nous écoute, là, pour qu'il aille passer à travers notre podcast, c'est qu'il y a une fibre entrepreneuriale, là, mais lancez-vous, gang. Ouais. Allez-y. Lancez vos innovations. Il y a de la place pour vous autres. Avant de mettre fin à l'épisode, je te donne 30 secondes pour faire ton petit elevator pitch là, pour convaincre quelqu'un qui nous écoute, soit de porter son litige de question de droit justement là, à votre système, ou encore pour un cabinet de faire affaire avec vous. Tu commences par où? Ben, mettons pour monsieur, madame, tout le monde là, qui passe par Jurigo, enlevez-vous juste une part de stress. Là, arrêtez de chercher un peu au hasard. On sait ce qu'on fait. On a des réponses à pas mal pour pas mal tous les enjeux. Fait que cassez-vous pas la tête. Essayez Jurigo. C'est gratuit, sans engagement. Puis puis ça, ce message-là est particulièrement important pour notre audience, là, surtout les jeunes qui vont se lancer ou qui aimeraient ça, devenir avocat à leur compte. Là. Let's go. On a aidé des centaines avant vous autres. Vous ne serez pas des testeurs, on va s'arranger pour que ça marche. C'est comme encore plus important pour nous autres quand c'est des jeunes, sans dire que c'est moins important pour un moyen cabinet, mais pour eux autres, le risque est moins grand. Quelqu'un qui démarre, il faut que ça marche. Fait que, comme tous nos représentants font encore plus attention, mais on va vous aider à développer votre business sur mesure. Faites-nous confiance. Puis c'est ça, je dirais. Osez vous lancer. Oser se lancer, très belle manière de finir. Ben, un gros merci, Philippe, de t'être déplacé de Québec à Ottawa pour l'enregistrement du podcast. Ça fait plaisir. On a bien hâte d'avoir le retour de l'auditoire. Fait qu'un gros merci d'avoir écouté aujourd'hui également. On vous rappelle d'aller voir Jurigo, d'en apprendre plus sur leur mission, leur vision, leurs valeurs. Même chose pour Legal Census, bien évidemment. Et on se revoit dans le prochain épisode. Donc sur ce, ciao, ciao, miam, miam.